Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le bilan des inondations en Afrique du Sud continue de s'alourdir. Nous évoquerons dans ce journal le sort des sinistrés qui cherchent désespérément des refuges après avoir tout perdu. Le Rwanda pourrait accueillir sur son sol de nombreux migrants et demandeurs d'asile acheminés du Royaume-Uni. Un accord de plusieurs millions de dollars a été signé dans ce sens entre Kigali et Londres. L'Ukraine affirme avoir endommagé un navire de guerre russe, ce que dément le Kremlin alors que la guerre s'intensifie dans l'Est et que les accusations des génocides à l'encontre de Poutine suscitent des réactions diverses en Europe et à Washington. Et nous vous proposons ce soir une page sport avec Yacouba Ouedraogo, Focus, Basketball Africa League et les derniers résultats enregistrés au Caire. En Afrique du Sud, donc, le dernier bilan des inondations fait état d'au moins 306 morts. Les recherches se poursuivaient ce jeudi pour retrouver des personnes portées disparues. La plupart des morts ont été comptabilisés dans la région de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, où les intempéries ont commencé le week-end dernier. Les secours sont entravés par des infrastructures endommagées, a reconnu le gouvernement provincial. Avec des pelleteuses, certains axes routiers ont été rouverts, mais la plupart des routes secondaires sont encore inaccessibles. Les autorités ont demandé aux populations d'éviter autant que possible tout contact avec les eaux potentiellement contaminées, notamment par du pétrole ou d'autres substances. Dans le même registre, donc, parlons des sinistrés de Durban qui trouvent refuge dans les salles communautaires souterraines du foyer Umlazi Lodge après avoir tout perdu lors des récentes inondations qui ont touché la province. Les pires inondations jamais enregistrées en Afrique du Sud et qui ont fait, on le disait, pas moins de 306 morts selon un bilan provisoire. Davantage avec Ginny Kapumbuvila. D'après les météorologistes, en 48 heures, il est tombé plus de 450 mm d'eau dans certaines zones, un niveau comparable au niveau des précipitations normalement associées aux cyclones. Les pluies sur la côte ont dévasté des millions de maisons, routes et ponts à Durban, grand port africain et épicentre de la catastrophe, laissant derrière elle un paysage de détresse. In 30 minutes, the water just coming. Then after that, I started running. Pendant 30 minutes, l'eau ne cessait d'arriver. Puis après ça, j'ai commencé à courir vers la partie qui n'a pas d'eau sur le dessus. Mais l'eau est arrivée au-dessus de ma chambre, puis le toit s'en va, puis les murs s'écroulent. Voilà ce qui s'est passé. Les principaux axes routiers sont submergés par une mélasse brunâtre. Les panneaux et les feux de signalisation sont revêtus d'une épaisse couche de boue que seuls des bulldozers ont pu commencer à déblayer. Un grand nombre de sinistrés ont trouvé refuge dans cette salle communautaire souterraine du foyer Umlazi Lodge qui peine à les recevoir, faute de place et de moyens. Somebody came to me, asked for the help. When I wake up, quelqu'un est venu me demander de l'aide et quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ces gens. Certains d'entre eux portaient des enfants après les pluies, d'autres pleuraient à propos de leurs affaires comme les lits et les téléviseurs, tout ce qui partait avec l'eau. Selon le président Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu auprès des familles endeuillées, il s'agit d'une catastrophe aux proportions énormes. Certains pays d'Afrique australe sont régulièrement victimes de tempêtes meurtrières pendant la saison cyclonique, de novembre à avril, mais l'Afrique du Sud est généralement épargnée. Mary Galvin, professeure d'études du développement à l'Université de Johannesburg, lie le désastre au changement climatique et prévient de possibles répétitions.
Et puis le Rwanda a signé ce jeudi un accord de partenariat avec le gouvernement britannique pour accueillir sur son sol les migrants qui vivaient illégalement au Royaume-Uni. Avec cet accord, le Royaume-Uni débloquera 150 milliards de livres sterling qui seront alloués aussi bien à la migration qu'au développement économique. De Kigali, les précisions de Jean Damascène Manichimier. Cet accord signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni s'étendra sur une période de 5 ans, avec le coût estimé à 150 milliards de livres sterling. Avec ce fonds, les migrants auront droit aux services de l'éducation, de la santé et de l'emploi, et ces derniers seront intégrés dans le cours normal des autres Rwandais. Cette expérience n'est pas nouvelle pour le Rwanda. En 2019 déjà, le Rwanda accueillait un groupe de migrants venus de Libye au terme d'un accord avec l'Union africaine. Comment justifier cette décision pour un pays qui compte environ 13 millions d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 26 000 km²? Le ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération, Vincent Biruta, explique. La plupart des Rwandais ont expérimenté dans leur vie passée les défis d'être déplacés, réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est cette expérience qui a convaincu le gouvernement du Rwanda et qui nous a poussés à faire quelque chose contre ce problème de migration illégale. Il y a 2 façons de réagir. Regarder le problème et rester indifférent, ou de chercher de nouvelles solutions car le problème est là. La secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni, Priti Patel, explique pour sa part que son pays a décidé de s'engager avec le Rwanda suite à ses réalisations en termes d'assistance et de développement humain. Le Rwanda a une histoire assez unique en termes de réfugiés et de réintégration. D'abord, le Rwanda est un pays sécurisé qui respecte l'état de droit et visiblement les institutions y ont évolué à travers le temps. Nous apprécions la façon dont le Rwanda a réintégré plus de 130 000 réfugiés, des pays divers et beaucoup d'innovations en plus des investissements et du développement économique. L'accord signé ce jeudi ne révèle pas tout de même le nombre de migrants qui seront accueillis par le Rwanda et il ne précise pas non plus quand les premiers migrants pourront fouler le sol rwandais. Jean Damascène Manichimier pour VOA Afrique, Kigali. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a souligné lors d'une visite éclair mercredi à Alger le caractère indispensable de la coopération entre la France et l'Algérie pour la stabilité de la région. Nous faisons aussi face à des défis régionaux, au premier rang desquels le terrorisme. Notre coopération, tant dans le domaine de la sécurité et pour la stabilisation de notre environnement régional, est donc indispensable en Méditerranée comme en Afrique, a déclaré M. Le Drian à l'issue d'entretiens avec son homologue algérien et le président Abdelmadjid Tebboune. La France et l'Algérie s'efforcent de donner un nouvel élan à leurs relations après une grave crise diplomatique. Le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié l'Ukraine de scène de crime lors d'une visite à Boutcha hier. Selon Kiev, des fausses communes ont été découvertes dans cette ville après qu'elle a été occupée par les forces russes. Moscou qualifie de fausses les accusations de meurtre des civils. On fait le point avec Jacques Aristide. Attention, la vidéo qui suit contient des images qui peuvent choquer certains téléspectateurs. Une équipe médico-légale de la Cour pénale internationale s'apprête à entamer son enquête à Boutcha, ville située près de Kiev, la capitale ukrainienne. Chaque individu, en particulier les civils, a certains droits. Nous devons parler pour eux et nous devons insister pour que nous découvrions la vérité sur ce qui s'est passé et les juges décideront de toute responsabilité. D'après le gouvernement ukrainien, des centaines de civils ont été retrouvés morts après l'occupation des troupes russes. Le Kremlin nie toute exaction.
Quand ils ont mis en scène des provocations en Syrie, quand ils ont présenté le gouvernement Assad comme utilisant des armes chimiques et qu'il s'est avéré que c'était un fake, c'est le même genre de fake à Boutcha. Les États-Unis indiquent qu'ils vont aider à documenter d'éventuels crimes de guerre. Des dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, accusent Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine. Une position saluée par Kiev. Le président Biden a parlé de génocide, pas une fois, mais deux en fait. Il devient de plus en plus clair chaque jour que l'objectif de Poutine est d'effacer l'idée d'être ukrainien. Il y a un processus légal, comme le président l'a dit, qui sera suivi et qui aura lieu. Et il ne s'est pas avancé sur ce sujet. Il parlait de ce que nous ressentons. Il ressent ce que nous voyons sur le terrain. En revanche, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'État français Emmanuel Macron se gardent d'employer le terme de génocide. Le mot de génocide a un sens. Et le mot de génocide, aujourd'hui, doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Et j'attire l'attention de tout le monde. Si c'est un génocide, les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Je ne crois pas. C'est-à-dire de devenir co-belligérant. Pour son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide est très blessant. Il réclame que Vladimir Poutine soit traduit devant un tribunal international. J'ai parlé avec le président Biden. Parmi les sujets de conversation, la poursuite de tous les militaires et commandants russes qui ont commis des crimes de guerre. Il faut la coopération internationale pour cela. Le Kremlin a jugé inacceptable que le président Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. De mort, on en parle également ici aux États-Unis où celle d'un migrant congolais par une balle tirée par un policier a déclenché des protestations et des appels à la justice dans l'État américain du Michigan. L'incident remonte au 4 avril. Selon le quotidien Detroit Free Press, ce jour-là, le véhicule dans lequel se trouvait Patrick Lyoya, 26 ans, originaire de la République démocratique du Congo, est stoppé lors d'un contrôle routier. Selon la police, les plaques d'immatriculation ne correspondaient pas au véhicule. Monsieur Lyoya sort du véhicule, mais le policier lui intime l'ordre de se rasseoir à l'intérieur. Une course à pied s'ensuit et Patrick Lyoya se retrouve au sol, taclé par le policier. Lâche le taser, crie le policier qui est sur Monsieur Lyoya. Une détonation est entendue et Patrick Lyoya reçoit une balle dans la tête. Idi Isango a interviewé Peter Lyoya, le père du jeune Congolais décédé. Bon, jusque-là, on ne m'a jamais rien dit. Moi, je connais mon fils. S'il y a quelque chose de pareil lui était arrivé, peut-être il m'aurait appelé et me dire que papa, j'ai été arrêté. Jusque-là, la police ne nous avait rien dit. Et tu connais, la police américaine va chercher de salir la réputation de Patrick. Et c'est l'une des raisons que je suis venu aux médias, puisqu'ils ont présenté Patrick comme un criminel. Mais le jour qu'ils nous ont montré la vidéo, ils nous ont demandé de ne pas montrer, de ne rien dire de ce que nous avons vu dans la vidéo. Mais quand je vis comment est-ce que mon fils a été abattu et que sa réputation était salie, c'est pourquoi je me suis décidé de venir aux médias et de dire aux médias ce qu'ils ont fait à mon fils. Parlez-nous un peu de votre fils. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Bon, Patrick est venu ici, il était encore jeune, il a étudié ici, il a obtenu son diplôme de l'école secondaire ici, on peut dire humanitaire. Et puis Patrick était instructeur de danse. Il était en train d'enseigner ses amis, la communauté américaine ici, blanche ou noire, tous ils étaient aux alentours de lui, il était l'instructeur de danse. Et puis il était ouvrier comme tout le monde, il faisait les travaux que tout le monde fait ici. Mais il était un enfant docile, un enfant calme, je ne l'ai jamais vu avec de problèmes dans la société ou bien dans la communauté. Et il avait un bon cœur, il aimait sa famille. Chaque vendredi, dans le week-end, il venait toujours me rendre visite, il amenait des cadeaux pour sa famille, pour ses enfants, ses filles, ses frères et ses sœurs. Stop! Stop! Ces propos étaient bien sûr interprétés du Swahili
le père du jeune Yola ne parlant pas français. L'auteur de l'attaque armée ayant fait 23 blessés dans le métro de New York mardi et qui a été arrêté mercredi sera poursuivi en vertu d'une loi qui prohibe les attaques terroristes et autres violences contre des transports en commun. C'est ce qu'a fait savoir un procureur fédéral. Frank James, 62 ans, comparaîtra devant un tribunal fédéral de Brooklyn et en cas de condamnation, encourt une peine de prison à perpétuité, a déclaré le procureur Brian Pierce lors d'une conférence de presse. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique en direct de Washington. Nous vous retrouverons dans un instant pour la deuxième partie. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Comme tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets santé. Nous accueillons Mohamedou Mfa dans ce studio pour sa chronique hebdomadaire. Mohamedou, bonsoir. Salut John. Voilà, aujourd'hui, on s'intéresse à un rapport des CDC qui s'inquiète et qui note une augmentation des cas de MST ici aux États-Unis durant la période de Covid-19. Oui, John, les cas déclarés de nombreuses maladies sexuellement transmissibles ont continué à augmenter aux États-Unis en 2020 durant la pandémie de Covid-19. En fait, dans son rapport, les CDC, les centres de lutte américains de prévention contre les maladies, indiquent que la crise du Covid-19 a accentué une tendance déjà observée depuis une décennie. Alors, selon les CDC, 2,4 millions de nouveaux cas de chlamydia, gonorrhée et syphilis ont été dénombrés en 2020. Les cas déclarés de gonorrhée ainsi que de syphilis au stade primaire et secondaire ont augmenté respectivement de 10% et 7% par rapport à 2019. Les cas de syphilis chez les nouveau-nés, que l'on appelle aussi syphilis congénitale avec contamination durant la grossesse, ont augmenté de 15% par rapport à 2019 et de 235% depuis 2016. Seule exception, les cas de chlamydia ont baissé de 13% comparé à 2019. Mais selon les experts, cette donnée ne démontre pas une baisse réelle, sachant que cette maladie est souvent asymptomatique et détectée lors des dépistages routiniers. Or, les dépistages sont en fort recul depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais comment est-ce que les CDC expliquent cette hausse des cas de MST? Oui, l'auteur du rapport, Jonathan Mermin, a expliqué que le Covid-19 est survenu à une période très compliquée pour les dépistages des infections sexuellement transmissibles. Il a expliqué que les États-Unis avaient déjà des infrastructures de santé publique tendues et en difficulté. De nombreux quartiers américains n'ont pas de centres de soins spécialisés dans les IST. Cela a provoqué une aggravation des tendances déjà à la hausse. Comme je le disais, en outre, les financements publics pour les cliniques locales dédiées à ces questions sont en déclin depuis plusieurs années. D'autres experts pensent que cette recrudescence des cas serait en quelque sorte due à un effet de rattrapage, c'est-à-dire au fait d'effectuer avec du retard des tests qui auraient dû être faits si les circonstances avaient été normales. Comme le nombre de cas augmentait chaque année avant le Covid-19, on peut raisonnablement penser que ça aurait continué sans la pandémie. La baisse du nombre de dépistages et les cas asymptomatiques
qu'on a ratés ont très certainement aggravé la propagation. Avec la levée progressive des restrictions et la reprise des tests de routine, l'on devrait sans surprise noter une hausse plus grande des IST aux États-Unis et ailleurs, John, c'est pas seulement aux États-Unis. Alors parlons justement de lever des restrictions. L'OMS insiste sur le fait de ne pas baisser la garde. Tout à fait. Alors le comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 s'est réuni le lundi 11 avril et a été unanime sur le fait que les pays doivent rester vigilants. Voici à cet effet les propos du docteur Didier Houssin. Il est président du comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19. La situation est loin d'être terminée concernant la pandémie de Covid-19. La circulation du virus est toujours très active, la mortalité reste élevée et le virus évolue d'une façon imprévisible finalement. Donc le comité avant-hier a été unanime, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce n'est pas le moment de baisser la garde, au contraire, et c'est une recommandation extrêmement forte du comité. Les États membres devraient utiliser le plan 2022 de l'OMS qui a été fait récemment en vue du renforcement de la préparation et de la réponse, devraient utiliser ce plan pour actuellement, sans délai, revoir leur politique nationale, évaluer leurs actions et se préparer à de nouveaux efforts. Voilà, c'est tout. Merci Mohamed Oumfa. On vous retrouve jeudi prochain. À jeudi. Merci. Parlons d'autre chose, de l'industrie du tourisme en Afrique du Sud qui connaît un retour à la normale après que le variant Omicron de l'épidémie du coronavirus a interrompu les voyages internationaux l'année dernière. Le président Cyril Ramaphosa a supprimé les restrictions contre le Covid et les voyagistes espèrent que cela entraînera une augmentation du nombre des vacanciers et que cela luttera contre le chômage record de Johannesburg. Le reportage de Linda Guivetage, récit Claire Morin-Gibourg. Les groupes de touristes arrivant à Johannesburg sont encore petits, mais les voyagistes leur sont reconnaissants d'avoir choisi cette destination et espèrent que le tourisme va rebondir après 2 ans de dégâts dus à la pandémie. Le tourisme sud-africain a été particulièrement touché lorsque le variant Omicron a interrompu les voyages internationaux en novembre. Mais la reprise est possible alors que le taux d'infection est faible et que la plupart des restrictions contre le Covid ont été levées. Depuis 2 semaines, j'ai retrouvé le sourire. Je peux maintenant m'occuper de mes problèmes. Sani est de retour sur le terrain parce que nous avons des réservations. Et nous sommes heureux que les frontières soient réouvertes, que les vols arrivent. Lentement mais sûrement, nous allons y arriver. L'Afrique du Sud, le pays le plus durement touché par la pandémie en Afrique, a supprimé les tests Covid en mars pour les visiteurs vaccinés. Les restrictions sur les grands rassemblements ont également été assouplies, permettant aux visiteurs d'assister à nouveau à des événements sportifs et artistiques. Nous constatons une hausse significative des réservations et des vols programmés. Et j'espère que la haute saison 2022 de septembre à mars sera à peu près à un niveau pré-Covid. Alors que les affaires sud-africaines rebondissent, le chemin vers la reprise est encore long et pas seulement pour le tourisme. Le chômage a atteint un niveau record de 35% pour le 4e trimestre 2021. La raison la plus importante pour laquelle nous avons des taux de chômage élevés est le manque de croissance économique. Même si vous avez des personnes qualifiées dans votre pays et même si vous avez toutes sortes d'autres problèmes économiques, si l'économie croît fortement, les gens trouveront un emploi quelque part. L'Afrique du Sud ne devrait pas connaître une forte croissance de sitôt, selon les économistes. Mais en mars, 23 milliards de dollars d'investissement ont été promis lors de la conférence annuelle sur l'investissement. Les entreprises locales, les zones industrielles s'ouvrent aux gens. De nouveaux bureaux s'ouvrent. Rappelez-vous que les gens travaillent chez eux, mais maintenant même le volume du trafic sur les routes a augmenté. Cela nous indique que quelque chose est en train de changer. Nous sortons de la catastrophe lentement mais sûrement. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré en mars que l'Afrique du Sud supprimerait bientôt la dernière importante mesure contre le Covid, l'état de catastrophe nationale qui réglemente les règles Covid du pays, et il l'a fait en début de semaine.
Ouvrons à présent notre page spéciale consacrée à la Basketball Africa League. Fidèle au rendez-vous, Yacouba Ouedraogo est en poste. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Vous le savez, il n'y a pas de match aujourd'hui, c'est jour de repos donc à la Basketball Africa League dont les rencontres de la conférence Nil se disputent au Caire en Égypte. Hier, les Sud-Africains de Cape Town Tigers ont arraché leur première victoire dans cette compétition en battant les Camerounais de FAP sur le fil 73-70 dans un match palpitant dont nous vous proposons de vivre ou de revivre les temps forts. Mené 0-8 en début de match, FAP a inscrit ses premiers points grâce à Wang Mene. À 2 minutes de la fin du premier quart-temps, Ganapamo de Cape Town trouve Artis qui frappe, 3 points assurés. Ganapamo se signale une fois de plus sur ce loupé de Kabongo de Cape Town. Mené d'1 point avec 9 minutes à jouer dans ce quart-temps, Artis de Cape Town trouve Prince Lou qui sert Ganapamo. Son shoot à mi-distance est imparable. Mais cette avance de Cape Town est écourtée lorsque Frappe répond par le truchement de Ken Fak. À moins d'1 minute de la fin, et avec un petit point de plus, les Camerounais tentent de creuser l'écart avec Bidias. Cape Town n'abandonne pas. Maïbo remet les deux équipes à égalité avec ce tir à 3 points. 70 partout avec environ 40 secondes à jouer. Cape Town tient sa dernière chance de remporter le match et Ganapamo la saisit bien avec ce shoot magistral à 3 points à 0,8 secondes de la fin du match. Le Cameroun essaie de recoller au score, mais Almeida manque sa tentative de shoot à 3 points. Plus rien à faire. Cape Town gagne la partie avec 3 points de plus dans ce match passionnant. Première victoire également pour Cobra Sport du Soudan du Sud, vainqueur de BC Espoir Foucache de la République démocratique du Congo, 108-82, un succès qui relance les Sud-Soudanais qui ont perdu les 2 premières rencontres. Regardez. Kir de Cobra est vite passé en attaque en marquant sur une passe de Dieu. Quelques secondes plus tard, Kir revient à la charge avec un dunk tonitruant. Hampton de Cobra prolonge l'avance des siens. Vers la fin du premier quart-temps, Espoir Foucache réduit l'avance à 4 points. Mais pas pour longtemps. Kir réussit ce shoot à 3 points qui permet à Cobra de s'échapper un peu plus. Isungu inscrit ce panier pour Espoir et bénéficie de la faute. Wang allonge l'avance de Cobra renforcée par ce tir à 3 points de Wek. Kir est sur ce rebond pour permettre à Cobra de s'échapper au 3e quart-temps. Mwamba réussit son panier et a la faute en bonus pour Espoir, mais le temps file déjà du côté de la RDC. Cette passe de Maloual de Cobra est interceptée par Kassongo d'Espoir qui termine par un dunk, mais les Congolais s'inclinent. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Yacouba et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer.